Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. Monsieur Abdeslam, bonjour et merci beaucoup pour le temps et pour l'accueil. Nous sommes l'association Talga. Dites, mon nom c'est Ahmed Saïdi Abdeslam. Donc je suis né à Tanger, au nord du Maroc. Et c'est là où j'ai fait mes études primaires, secondaires, jusqu'au bac. Puis je suis parti terminer mes études en Belgique, où j'ai fait l'école polytechnique. Donc je suis de formation ingénieur en électromécanique. Par la suite, je suis rentré au Maroc travailler directement à l'Institut agronomique comme professeur. Professeur de quoi? Alors, c'était professeur en énergétique, donc tout ce qui est électrification rurale, tout ce qui est énergie renouvelable, parce que c'est ma spécialité. Et la scolarité, ça se passe La, la scolarité, oui, primaire et l'école primaire, le collège, le lycée à Tanger, public. D'accord. Et est-ce que pour la formation, pour le lycée, vous faites quelle discipline dans le lycée? En sciences expérimentales, enfin, j'ai toujours été de formation très scientifique. Ouais. C'est un choix personnel, conscient? Vous aviez déjà un plan dans votre tête? Le plan peut-être commençait à se préciser un peu tard. C'était à la fin du collège que les choses ont, en tout cas l'itinéraire professionnel commençait à se dessiner tout doucement. Mais bon, depuis l'école primaire, disons, la vocation scientifique était très clairement prononcée et clairement établie. Donc, j'ai suivi un itinéraire scientifique donc jusqu'au bac. Et puis après, je suis parti présenter un concours d'entrée à une école polytechnique que j'ai réussi. Et puis donc voilà, j'ai fait mes études. Et puis après, c'est le diplôme d'ingénieur, j'ai fait une thèse de doctorat en énergétique. En énergétique, toujours en Belgique? Toujours en Belgique. Alors la thèse de doctorat, j'étais déjà recruté à l'Institut agronomique. Vous êtes maître assistant depuis quand? À partir de quand vous êtes recruté? Je suis recruté en 1980. 1980. Et la thèse, vous la soutenez en quelle année? 5 ans plus tard. Les polytechniques, c'est les génies et un peu l'élite très très sélectionnée. Peu de gens font polytechnique. Et là, vous tombez à l'IAV? Oui. Alors là, c'est un. Je ne sais pas, Oui. c'était pas un jugement de la Non, c'est un choix très clair parce que quand je suis venu, en arrivant au Maroc, j'ai postulé à 2 endroits différents. J'ai postulé à l'école Mohammedia des ingénieurs, qui est juste à côté, qui forme effectivement des ingénieurs civils, qui étaient beaucoup plus dans le profil que j'avais. Et puis, il y avait l'Institut agronomique qui était très décalé par rapport à ma formation, puisque c'est de l'agronomie. Mais, et donc, quand j'ai postulé, j'étais accepté dans les deux. Et donc, à un moment donné, peut-être pendant 24 heures, 3 jours, j'ai commencé à réfléchir dans quel côté je vais aller. Et en fait, j'y étais à l'Institut agronomique parce que c'était à l'époque très renommé comme étant une structure qui travaillait beaucoup sur le développement. Et c'est déjà ça qui m'intéressait en fait, qui m'intéressait très fort, c'était le développement. Et puis l'Institut agronomique créait un département qui s'appelait le département de machinisme, donc de la mécanisation, tout ce qui est vraiment l'ingénierie, enfin l'ingénieur, disons le rural. Et donc j'ai opté pour cette voie-là. Et donc voilà. Mais ce qui m'attirait le plus, c'était effectivement de contribuer au développement rural, dès le départ. Comme ça, j'y ai pas pensé avant, mais j'ai envie juste de vous dire, c'est quoi le développement pour vous? Ah, le développement rural, c'était effectivement de faire des actions précises et concrètes pour améliorer les conditions de vie de la population qui vit dans le milieu rural. Parce qu'au Maroc, maintenant, peut-être ça se voit encore un peu, mais il y a 40 ans, le décalage entre
milieu urbain au Maroc, et surtout par exemple des villes comme Tanger, Rabat, Casablanca, qui étaient pratiquement au standard disons, européen, et aller dans des montagnes où les gens vivaient sur une autre époque. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment d'essayer de faire des actions concrètes qui pourraient améliorer les conditions de vie, de revenus, voilà. Donc, dès le départ, ça c'est vraiment quelque chose de très 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 conscient. Je pense que c'est une prise disons de conscience très politique, parce que pendant mes études, j'étais très engagé politiquement à l'UNEM, à l'Union nationale des étudiants du Maroc, et donc j'avais une vision un peu idéale de militantisme, des changements, voilà. Donc c'était vraiment clairement un engagement, je dirais, personnel et politique. Et donc, j'imagine que c'est pour ce projet-là, entre guillemets, projet, vision, que vous êtes rentré, parce que j'imagine que vous aurez pu facilement rester en Belgique ou en Europe en tout cas. Non, j'avais des propositions pour rester en Belgique et en Europe. J'avais par exemple, dès la fin de mes études, j'ai reçu, disons, une proposition d'être recruté par Schlumberger, qui est une société allemande très très connue. Mais j'ai refusé immédiatement parce que pour moi, c'était très clair qu'il fallait faire quelque chose au pays. Ça, c'est vraiment le prolongement de mon engagement politique très progressiste quand j'étais étudiant en Belgique. Oui, ça le reste encore, j'imagine. Ça a pris une autre forme parce que de toute façon, c'est toujours dans le même prolongement parce que je suis resté dans cette logique, sauf que ce n'est plus un changement révolutionnaire brutal, mais c'est un changement quand même. C'est-à-dire que j'essaye au maximum, mais disons, dans ce qui est possible, d'apporter des changements au niveau pratiquement à l'échelle nationale, ou changer les conditions de vie de population, comprendre un petit peu les problèmes de développement et agir là-dessus. Et l'IAV, c'était aussi parce que vous saviez que vous avez des possibilités d'agir dans ce sens-là ou... J'ai connu d'une façon pas personnelle, mais à travers les écrits, j'ai connu un personnage qui, je pense que vous en avez souvent entendu parler, c'est Paul Pascan. Donc je l'ai connu, j'ai lu ses textes et tout, et donc quand je suis rentré, je savais qu'il travaillait à l'Institut. C'est parmi les choses qui m'ont attiré très rapidement, parce que dès que j'ai commencé à travailler à l'Institut, donc j'ai rejoint l'équipe de Paul Pascan dès 1983. Et donc en 1983, j'ai commencé donc à travailler avec lui sur le projet de la Mauritanie. Donc on était 3 à travailler sur ce projet, donc Paul Pascan, Ahmed Arif et moi-même. Et il se fait par un hasard malheureux, les 2 personnes, donc Arif et Pascan, sont morts dans un accident où normalement j'étais censé être avec eux, mais j'étais en Allemagne. Puis après cet épisode-là, moi j'ai continué à assurer la gestion des projets en Mauritanie. Et donc c'est à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle équipe qui s'est reconstituée. Donc, moi, comme responsable du projet, il y avait Mohamed Touzi qui était avec nous. Mehdi aussi a participé à tout ça. Donc, il y avait toute une équipe qui s'est reconstituée, qui a prolongé le travail que Paul avait commencé. Et qu'est-ce que l'expérience mauritanienne, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Une grande aventure. Une véritable aventure, parce que les conditions étaient très difficiles. Et en même temps, c'était un grand défi, un sentiment de faire un défi à soi-même, un défi même par rapport au pays, c'est-à-dire de pouvoir montrer que un pays comme le Maroc, qui est en voie de développement à l'époque, pouvait aussi faire de la coopération sud-sud. Et d'être, si vous voulez, partenaire avec des organismes internationaux comme la FAO. Voilà, et donc c'était vraiment un défi. D'ailleurs, Paul le considérait aussi comme un défi. Et donc c'est un prolongement justement de cette notion de défi qui a continué. Sachant que c'est vraiment une grande aventure, dans le sens, je dirais,
euh, plutôt dangereux le sens dangereux du terme. Parce qu'après, on a été au Mali. Et au Mali, c'était le début de la révolution Tamashek. Et donc, on était dans des conditions, peut-être qu'on réalisait, enfin, si on réalisait, mais ça faisait partie de l'aventure. Et aussi, on a été au Tchad à cette époque-là, pratiquement au milieu de la révolution de Hissène Habré, où il y avait des jeunes de 10 ans, 12 ans qui se promenaient avec des lance-roquettes. Vraiment, on les croisait et on ne se rendait pas compte. Enfin, c'est pas qu'on ne se rendait pas compte, mais on acceptait le risque. Donc voilà, cet épisode-là de l'Afrique subsaharienne, la Mauritanie, le Mali, on a beaucoup été au Niger, on a été en Gambie. C'est le prolongement, si vous voulez, d'une action qui a été initiée par Paul Pascan. Au Maroc, vous faites quoi? Vous faisiez quoi à ce moment-là? J'étais prof. Les choses ont commencé justement autour de Paul, parce que Paul Pascan, à l'époque, il avait créé en 83 justement cette fameuse direction de développement rural, la DDR, où il y avait une équipe de chercheurs. Moi, j'étais prof dans un autre département, mais je contribuais, enfin, je participais. Et puis, après son décès, cette direction a continué, disons, dans le prolongement de ce qu'il a initié, jusqu'à assez tard quand même, c'est presque une dizaine d'années, jusqu'au milieu des années 90, où la direction de développement rural a eu beaucoup de problèmes à continuer parce que le règlement de fonctionnement de la DDR a changé. Sous la pression du ministère de la Finance, beaucoup de choses que la direction de développement faisait avant ont été, si vous voulez, bloquées par le ministère de l'Intérieur, notamment en ce qui concerne, par exemple, l'utilisation de l'argent des projets. Et donc, à un moment donné, il n'y avait plus possibilité ni de recruter, ni d'acheter des équipements. Et donc, continuer l'action de projet était devenu très difficile. Et c'est de là qu'il y a eu la naissance de l'idée d'une association indépendante. On va y arriver à l'association, parce que c'est effectivement une expérience fondamentale, je crois. À votre avis, la raison principale des blocages de la part des ministères ou du ministère de l'Intérieur, n'importe, c'était strictement politique ou il y avait quelque chose d'autre? Il y a deux facteurs. Le premier, c'est que cette activité de projet, dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90, était extrêmement rare dans les structures de formation, dans les institutions de formation. Très peu d'équipes qui faisaient vraiment de ce qu'on appelait la recherche-action. C'est-à-dire vraiment, la DDR a créé une innovation qui est très importante, c'est de faire des contrats avec des partenaires internationaux pour mener des projets. Et donc, ils avaient, si vous voulez, des recettes en dehors des recettes de l'État. Et ça a pris de l'ampleur. C'est devenu extrêmement important. Et donc, ça a quand même englobé beaucoup d'enseignants-chercheurs. Donc, c'est devenu une activité extrêmement visible et très importante, où il y avait quand même beaucoup d'équipements, beaucoup de véhicules achetés, beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup d'abus, mais en tout cas, ça a donné beaucoup de visibilité. En plus de ça, l'école Mohammedia, les autres institutions de formation ont commencé à développer cette activité de projet. Le ministère des Finances a vu que quand c'était tout petit, presque négligeable, dans une structure tout à fait particulière qui était l'IAV, ça ne dérangeait pas. Mais quand ça a pris de l'ampleur, il a commencé à réglementer. Donc ils ont créé des instruments spécifiques, ce qu'on appelle les SEGMA, les choses, pour gérer cette partie-là, et surtout de voir comment est-ce qu'elle peut être intégrée partiellement dans le financement. Ça a quand même bloqué l'élan qui était celui de l'Institut agronomique. D'accord. Est-ce que pendant toute cette expérience
avec Paul Pascan et après Paul Pascan, avec ceux qui vont suivre après, est-ce que vous aviez en tête vous-même et l'équipe l'impression de créer un nouveau modèle de développement? Est-ce que vous avez cette prétention-là? Ah oui, 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 non, non, sur ça, je peux montrer des écrits qui datent de début des années 80. On parlait en fait, pas de cette façon-là, on parlait de infléchir les politiques publiques. C'est ça en fait le terme qu'on utilisait, c'est-à-dire qu'on faisait de la recherche-action pour essayer d'infléchir les politiques publiques qu'on ne trouvait pas efficaces, pas suffisamment participatives. Ce n'est pas un modèle de développement, mais c'est quand même agir sur changer la manière de mener le développement au Maroc. Et donc déjà en 1993, une bonne partie de l'équipe de l'Institut agronomique, ils ont commencé à écrire une première stratégie de développement rural qui était sollicitée par le ministre de l'Équipement qui est devenu ministre de l'Agriculture, c'est Mziane Belfri. Il y a eu une grande réflexion dans cette équipe de la DDR avec la direction de l'Institut pour proposer une première stratégie de développement durable en 1993. Puis, pratiquement 7 ans plus tard, c'est le ministère de l'Agriculture qui s'est emparé de cette idée et qui a effectivement mené la stratégie 2020. Donc, ils ont écrit une vision stratégique de développement rural au Maroc à l'horizon de 2020. Et donc ça, c'était vraiment le premier écrit d'une façon très officielle. Mais avant ça, c'était quand même en 1993 qu'il y a eu la première stratégie de développement rural. Par toute une équipe, celle qui travaillait avec Paul Pascan, donc la DDR. S'il y avait à retenir de cette stratégie un ou deux axes principaux, en gros, quelles sont les deux ou peut-être plus orientations principales qu'il fallait on prônait des principes fondamentaux à respecter, c'est-à-dire tout ce qui est l'implication et la participation des populations. Les diagnostics, disons, approfondis. Travailler sur l'unité de vie des populations rurales. L'idée aussi très importante, c'est l'intégration. C'est-à-dire d'avoir une vision intégrée, mais pas sectorielle. Comment est-ce qu'on peut effectivement avoir une vision intégrée pour qu'il y ait, si vous voulez, plus de synergie entre les différents intervenants et qu'on puisse effectivement mener une action, je dirais, beaucoup plus efficace. C'est-à-dire construire l'école là où il y a, disons, la route, mais pas mettre une école isolée, avoir une vision un peu plus intégrée. Par exemple, l'électrification, c'est un moteur de développement. Et le Maroc, à l'époque, était très, très, très en retard en termes d'électrification rurale. On était à 19% de ménages ruraux qui étaient électrifiés. Donc, jusqu'à 95. 95 est une date extrêmement importante pour le Maroc parce qu'à partir de 95, il y a eu énormément de programmes de développement qui ont une envergure extrêmement importante. Donc, ce qu'on appelle le PERG, le programme d'électrification rurale globale, ça a démarré, conçu en 93, démarré en 95. Le PAGER, l'eau potable, la généralisation de l'eau potable, c'est la même chose. Conçu en 93, démarré en 95. Il y a aussi les PNR, c'est-à-dire le programme des routes et des pistes rurales. C'est tous des programmes qui ont une envergure nationale. Le Maroc, surtout le rural, a accusé un retard monumental en termes d'infrastructures, d'accès aux services publics de base, etc. Et qu'il fallait vraiment faire quelque chose assez vite. Cet écart a été réduit? Il est en train d'être réduit, oui. Ce n'est pas suffisant, ça c'est clair. Mais ce n'est pas, on est loin de la situation des années 80, en tout cas. Depuis 1995 jusqu'à maintenant,
il y a eu énormément d'efforts, mais je dirais qu'on aurait pu faire mieux. Est-ce que vous avez participé à la documentation de cette expérience considérable par l'écrit, par d'autres moyens? Oui. Enfin, moi, j'ai beaucoup participé, par exemple, au programme d'électrification rurale, parce que c'était mon domaine. Et donc, j'étais très proche de l'ONE, et puis avec un directeur qui était extrêmement dynamique, qui est maintenant devenu un grand ami, c'est Driss Benhima. Et à l'époque, lui, il était directeur de l'ONE. Moi, j'étais professeur d'électrification rurale. Et donc, bien sûr, j'ai écrit, j'ai même eu des confrontations publiques à travers des séminaires où, effectivement, on était complètement opposés. Par exemple, ce projet de PERG avait la prétention, je dis bien la prétention, d'être un projet participatif. Mais cette notion de participation était essentiellement financière. C'est-à-dire que la population participe, mais c'est parce qu'ils payent, en fait. Et donc, dans une grande réunion, c'était, je crois que c'était en 96 ou 97, j'avais dénoncé publiquement, et lui, il était avec moi dans le... Donc, les associations s'inscrivaient en fait, ça, la participation. La participation, c'est autre chose, c'est pas ça. C'est d'écouter, c'est de se concerter, et ce n'est pas simplement de réunir les gens pour qu'ils participent financièrement et payer, et s'endetter. Et puis j'ai écrit des articles, il y a un article que j'ai écrit en 99. J'avais en fait... j'étais rédacteur en chef d'une revue énergétique, parce que j'étais dans l'Institut de la francophonie d'énergie en francophonie au Canada. J'étais membre du conseil d'orientation. Et donc j'ai fait des articles sur une critique de fond de la politique de l'électrification au Maroc. Par la suite, j'ai eu l'occasion de faire l'évaluation. Et donc, voilà. Donc, non, j'étais vraiment très près de tous ces politiques publiques. Pas toujours écouté, bien sûr, hein, loin de là. Mais... consulté parfois? Oui. J'étais très... mais en même temps, si vous voulez, parallèlement à mon activité de professeur, j'étais dans des instances internationales. Je travaillais beaucoup à la FAO. J'étais à l'OIF. J'étais membre du conseil d'orientation de l'Institut de l'énergie de l'OIF, qui, depuis 1998, j'étais pendant très longtemps membre du conseil d'orientation. Et donc, ce sont des tribunes extrêmement importantes parce que ça permet de parler partout, au Vietnam, en Argentine. Donc, c'est vraiment des endroits où on peut s'exprimer et donner son opinion. Avant de passer à la table, j'avais deux autres questions, l'une assez importante et l'autre juste comme ça, pour savoir. La plus importante, c'est, vous étiez étudiant ici et à l'étranger, après jeune chercheur. Est-ce qu'il y a des chercheurs connus ou des théoriciens ou en économie ou en développement autre qui vous ont influencé? Est-ce que vous en avez croisé par l'écrit ou physiquement? Et est-ce que vous avez été influencé? Oui, bien sûr. D'abord, je pense que quelqu'un qui a marqué beaucoup mon itinéraire, c'est un prof que j'ai eu quand j'étais étudiant en Belgique, qui s'appelle Jacques Bougard, qui était, à l'époque, il faut imaginer, hein, c'était dans les années 70, quand j'étais étudiant. Très peu de gens s'intéressaient aux énergies renouvelables. Bon, moi, j'ai fait ma thèse dans les énergies renouvelables. Et ce prof était un prof justement sur les énergies renouvelables. En fait, la matière de base, c'est la thermodynamique. Mais la thermodynamique aboutit justement vers cette spécialité. Et donc, je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup influencé mon itinéraire et ma trajectoire, oui. Et donc, j'étais très proche de lui.
Et il y a de l'économie dans votre formation? J'ai eu une formation en économie, bien sûr, en tant qu'ingénieur, mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui était centré sur mes compétences, non. D'accord. La deuxième question, plus simple, mais juste par curiosité, comment ça s'est passé le contact entre l'urbain de Tanger, de Belgique et ainsi de suite, et le milieu rural? Alors justement, je ne suis pas du tout rural, donc je suis né à Tanger, je suis un citadin. Et à l'époque, quand j'étais jeune et tout ça, je connaissais à peine le Maroc, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du Maroc, parce que Tanger est une ville internationale. Vous savez, quand il fait beau, on voit l'Espagne comme si c'était juste une petite rivière. Donc ça faisait, en fait, tous les Tangérois ont tous le regard orienté vers l'Europe, pas vers le Maroc. Et en fait, la première fois que j'ai voyagé vers l'intérieur du Maroc, c'est très tard, c'est au moment du bac. Sinon, mon environnement, c'était autour de Tanger. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est une conscience d'abord, c'est pas vraiment un contact comme vous dites. D'abord, c'est une compréhension, beaucoup de lectures sur la situation du Maroc. Quand j'étais étudiant, je m'intéressais beaucoup et je pense que l'UNEM, l'Union nationale des étudiants du Maroc, est une très bonne école. C'est une école politique, mais en même temps, par confrontation avec les autres, par contact, on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, j'ai beaucoup appris sur la situation du Maroc, justement dans cette période-là, parce que j'écoutais, je lisais. Alors qu'avant, quand j'étais étudiant, pas du tout. Quand j'étais élève, je dirais, au lycée, ce n'était pas du tout le cas. Alors, la première chose, d'abord, je suis revenu avec un ami, un Belge, et on a fait le tour du Maroc en stop pendant 2 mois. Et ça, c'est vraiment une immersion. C'est la première fois que je voyageais en stop. Un voyage très difficile. Et donc, je suis parti de Tanger, je suis parti par la partie nord et je suis rentré par la partie sud. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait pendant presque 2 mois un tour complet du Maroc. Et donc, j'étais dans la partie désertique. C'est vraiment un peu comme une sorte de baptême. Donc c'est là où j'ai vu le Maroc, c'est là où j'ai vu le Maroc profond que je ne connaissais absolument pas. Targa, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ben, écoutez, Targa, c'était dans le prolongement naturel de ce que je faisais comme activité à la DDR. C'était au moment où la situation est devenue difficile, qu'on n'avait pas la même, je dirais, la même liberté de faire, avec très peu d'ailleurs, avec très peu de ressources, de faire ce qu'on faisait entre disons, les années 80 jusqu'au milieu des années 90, que l'idée de créer une association a été mise sur la table. En fait, le premier qui a mis cette idée sur la table, c'est notre partenaire autrichien. On travaillait, moi, à l'époque, on travaillait beaucoup avec l'Autriche. Et l'Autriche, c'est un pays très particulier en termes de coopération. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de faire une coopération pas du tout officielle, à travers les ministères, etc., mais beaucoup plus avec les associations et tout. Et on a commencé à travailler avec les Autrichiens depuis 1991 à la DDR, à la Direction de développement rural. Et puis aussi, ils ont vu que les choses se compliquaient avec le temps, et ces partenaires autrichiens qui ont proposé pour la première fois pourquoi ne pas créer une association, une ONG. Et donc, à l'époque, Sedrati était directeur de l'Institut. Je lui avais soumis cette idée. Il m'a dit pourquoi pas. D'autant plus que lui, il était à la fin de son mandat. Et à l'occasion d'un voyage en Autriche, avec lui, avec Sedrati, moi-même, donc invité par nos partenaires. Là, on a eu une discussion officielle pour effectivement créer une association à l'intérieur de l'Institut agronomique. Et l'idée que cette association, qui s'appellerait Targa,
serait, si vous voulez, une valeur ajoutée à l'Institut agronomique, parce que comme les projets arrivent à terme, ben, on peut créer une structure officielle, enfin institutionnelle, je dirais claire, et qui répond à tous les critères de comptabilité, de la reddition des comptes, de contrôle, d'audit, et qui fonctionnerait au sein de l'Institut comme ça se passait ailleurs. Et l'idée au départ, c'était ça. Et donc, et avec l'objectif éventuellement de créer un centre. Et on avait même le financement pour ça, un centre qui s'appellerait le Centre de recherche de Paul Pascan. Donc on a créé une association on a pris le nom de Targa. Targa signifie sagia, la rigole d'eau. Mais au moment de la création en 1998, Targa était à l'intérieur de l'Institut, mais elle gérait beaucoup de projets en collaboration avec l'Institut agronomique. Donc c'était vraiment une sorte de dualité qui était acceptée par la direction, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré peut-être 3-4 ans. Et là, on devait se séparer. Séparer en tout cas nos activités. Ouais. Et vos finances? Et c'est surtout les finances, oui. Les activités, les finances, mettre une marque claire entre ce que fait l'Institut comme projet et ce que fait Targa comme projet. Et le personnel pouvait être rattaché aux deux? Alors, les enseignants, les salariés, non. Justement, au départ, les salariés étaient recrutés par l'Institut agronomique et là, justement, ils ont été transférés sur Targa. Et pour les enseignants? Les enseignants, il n'y a pas de problème. Les enseignants continuent à travailler, bien sûr, pas à plein temps, mais à temps partiel, soit comme consultant, soit directement comme chercheur. C'était une structure de recherche beaucoup aussi. Targa, c'est vraiment une structure de recherche. Recherche et développement ou recherche? Recherche et développement, oui. Oui. On a l'esprit de l'innovation, l'esprit de recherche, et tout ça est très important. Avec la recherche en sciences sociales aussi? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a, disons, toute une équipe de sciences sociales qui travaille au sein de Targa. Il y a Targa héberge une structure de sciences sociales ici. D'accord. Et vous recevez des doctorants, oui. des oui. étudiants en master? Oui, tout à fait. Nous avons financé des bourses pour des chercheurs, des thésards. De ses propres fonds, Targa a financé des gens qui travaillaient sur des sujets extrêmement intéressants en sciences sociales et donc octroyé des bourses mensuelles. Et, pardon pour cette question, mais les financements de Targa, oui. Ça vient d'où? Ce sont des contrats, des conventions qu'on établit avec des partenaires. Donc, alors, au départ, en 1998, donc c'était essentiellement l'Autriche qui a commencé à transférer son activité au sein de Targa. Donc, de 1998 jusqu'à 2004, l'essentiel du financement de Targa provenait de la coopération internationale. C'était des bailleurs de fonds étrangers, donc là, il y avait la Suisse, il y avait l'Autriche. Quand on dit la Suisse, l'Autriche et tout ça, c'est les États là, par là? Oui, absolument. C'est par le ministère de la coopération là-bas, le développement et de la coopération. Donc en Suisse, en Autriche, en Espagne, etc. On avait des contrats sur un projet précis, clair à réaliser. Et donc, avec bien sûr des livrables et des choses comme ça, et financés. Et donc de 1998 en 2004, je dirais 95% des ressources financières de Targa étaient de cette origine-là, c'est-à-dire la coopération. À peu près 5% étaient d'organismes au niveau marocain ou de petites choses. Mais tout ça, l'enveloppe ou le budget de Targa entre 1998 et 2004 était relativement faible. Il y avait quand même entre 20 et 30 personnes recrutées. À partir de 2004, surtout 2005, les choses commencent à s'inverser.
C'est à partir de 2004-2005, avec l'avènement de l'INDH et une prise de conscience du développement à une échelle importante au Maroc, développement humain, développement durable et tout ça, bien Targa a commencé à avoir des accords et des conventions avec des organismes marocains. Public, oui, tout à fait. Et puis, cette demande a commencé à augmenter et à l'heure actuelle, on est exactement à l'inverse de notre point de départ. C'est-à-dire on est pratiquement à 95% d'un financement marocain contre 5% de financement international. Et donc, c'est quand même ça montre un changement quand même extrêmement important au niveau... C'était accidentel ou c'était, non. C'était une stratégie? Si c'était une stratégie pour nous, oui. Ça, parce qu'en fait, Targa organise tous les 10 ans une sorte d'enclave stratégique. C'est-à-dire quand les fondateurs, les membres fondateurs, le bureau et tout ça se retirent pendant 3 jours et commencent à réfléchir sur une vision stratégique. Et donc, par exemple, le premier qu'on a fait, c'était en 2006. Et en 2006, si vous relisez ce document stratégique, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est une vision très claire qu'il fallait effectivement diversifier nos partenaires, mais surtout maroccaniser un petit peu le financement. Et je dirais le lier au contexte national, aux organismes au niveau national, etc. Et les relations de Targa avec l'État, le ministère, quel genre de relations vous avez aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à une relation très particulière. C'est-à-dire que dans le paysage marocain, Targa commence à être un organisme extrêmement connu et apprécié, bien qu'on est très discret. On parle beaucoup de choses, mais nous avons des relations extrêmement importantes avec beaucoup de départements ministériels qui accordent un crédit de confiance aux travaux de Targa. Et parce que justement, ce qu'on fait, on essaie vraiment d'être, disons, honnête, précis, mais aussi d'avoir une démarche très scientifique. Et de ne pas du tout jouer un jeu quelconque. C'est-à-dire c'est vraiment la vérité et les données scientifiques qui guident notre position et notre réflexion. On n'a jamais joué le jeu de quelque chose de préétabli. Pourtant, il y a eu des tentatives, mais on a toujours refusé. En fait, c'est prouvé par les écrits, par les publications, par les diagnostics, par tout ce qu'on produit. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité. Et une traçabilité, comme je vous ai dit, qui vous pourriez revenir sur ce qui a été écrit il y a 10 ans, 15 ans. Alors, il y a aussi une démarche scientifique. Et par exemple, actuellement, nous travaillons sur un programme considérable. Nous accompagnons le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, sur un programme de réduction des disparités entre le milieu rural et le milieu urbain. Il y avait énormément de décalage, surtout en termes d'accès aux services publics. Écoutez, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on proposait de produire des outils d'aide à la décision. C'est-à-dire que ce que peut faire Targa et ce qu'elle maîtrise très bien, c'est par exemple de faire des enquêtes techniques et scientifiques de terrain, de créer des bases de données, d'avoir un diagnostic de la réalité, mais vraiment de proximité, c'est-à-dire douar par douar. Et à partir de ce moment-là, on sort des indicateurs. Et ces indicateurs vont pouvoir mesurer le niveau je dirais, de disparité de chaque endroit au Maroc. Et ça nous permet aussi d'avoir, si vous voulez, des cartes vérifiables, parce que ces données sont accessibles. Une fois qu'on les a produites, quand on dit, par exemple, tel endroit présente un déficit énorme, on présente les résultats. C'est vraiment des choses mesurables, vérifiables, que les gens peuvent aller sur place. Et donc, à partir de ce moment-là, on a produit des cartes
où finalement on a classé chaque localité au Maroc. Et quand je parle de chaque localité, c'est-à-dire les douars. Vous savez qu'au Maroc, il y a 33 000 douars et 14 000 sous-douars, c'est-à-dire les lieux de vie en milieu rural, c'est 47 000 lieux de vie qui ont été tous enquêtés par Targa. Par Targa. Et ils ont tous affecté d'indicateurs. Dans chaque douar au Maroc, je peux vous dire quelle est la distance de ce douar à l'école la plus proche. Chaque douar, quelle est la distance qui le sépare du centre de santé. La route, est-ce que c'est une route goudronnée une piste? Quel est son état? C'est-à-dire la praticabilité de cette route. Est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Donc chaque douar au Maroc est affecté de 20 à 25 indicateurs. À partir du moment où vous avez une technique et une façon de faire, vous pourriez effectivement analyser ces indicateurs et mieux cibler l'action. Mais c'est ça qu'on appelle un outil d'aide à la décision. Et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que ça manquait. Ça manquait parce que l'élu et l'autorité ont besoin de ces instruments parce que ça leur permet de faire de l'arbitrage. Ça permet, quand ils n'ont pas ces instruments-là, ils sont soumis à la pression des élus, à la pression de celui qui crie le plus fort, etc. Quand ils disposent de ces outils qui sont vérifiables sur le terrain, eh bien ça permet effectivement de faire de l'arbitrage et de faire un meilleur ciblage de l'investissement de l'État. Est-ce que vous répondez aux appels de l'État ou est-ce que vous initiez vos propres projets? Les deux. Là, on nous propose un projet qui travaille sur la réduction des disparités. C'est exactement ça à l'origine. C'est une opportunité, effectivement, pour faire un travail correct, bien, et effectivement d'agir, d'essayer d'agir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, infléchir. Et de dire, par exemple, vous, si, avec l'argent que vous avez, voilà les endroits prioritaires pour avoir un effet, si vous voulez, un impact beaucoup plus important. Parce que c'est là où il y a effectivement des problèmes. C'est vraiment guider, orienter, en tout cas donner des outils d'aide à la décision à l'État. Et donc ça, c'est une chose qui était venue du département ministériel, mais ça n'empêche que Targa elle-même peut faire des travaux qu'on juge, nous, importants et qu'on peut effectivement produire et proposer comme action, soit à l'État, soit à d'autres. Si vous devez essayer de trouver la différence pour que les choses soient plus claires, pour mieux présenter Targa, qu'est-ce qui fait une différence entre Targa et un bon bureau d'études? D'abord l'absence de recherche de profit. C'est-à-dire que nous, évidemment qu'il y a une grande équipe, ils sont correctement payés, mais on ne mesure pas notre temps. Je vous assure. Vraiment, quand il s'agit de faire les choses, on le fait, même si ça doit prendre 3-4 fois le temps nécessaire, on le fait. Parce que l'objectif, c'est réellement d'aboutir à un résultat. Donc on n'est pas dans une gestion, je dirais, de laisser un bénéfice ou de laisser de l'argent, etc. Parce qu'en plus de ça, on travaille uniquement avec les vraies charges. On ne facture pas. On rend compte, on donne un dossier de dépenses, on ne facture pas. Donc c'est une association qui répond aux charges réelles de l'action. Ça, c'est une chose. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi une culture scientifique de chercheurs. Mais pas le chercheur qui réfléchit dans son coin, mais c'est vraiment de la recherche-action. C'est-à-dire il faut vraiment agir sur le réel. Et c'est ce qu'on a appelé, d'ailleurs, depuis longtemps, le terme, c'était de la pédagogie du réel. Pas que le bureau d'études, quand il arrive à terme de ses financements, il ne peut pas aller plus loin. Et donc, il essaye aussi d'optimiser. Et donc, il y a quand même cette notion de rentabilité qui reste quand même, qui crée une différence extrêmement importante. Moi, je suis persuadé de ça. D'accord. Pas forcément dans le discours. Vous n'avez pas un discours précis que vous essayez de... Alors qu'un bureau d'études, c'est, entre guillemets, c'est neutre.
Oui, non, Ça non. veut dire libéral, en gros, quand on est neutre, Non. on est plutôt Oui, libéral. oui. Non, non, disons, derrière Targa, il y a quand même une doctrine. Une doctrine, une Oui, position. il y a une position. Oui, une position, c'est effectivement les fondamentaux de Targa, c'est quand même extrêmement important. C'est le développement participatif, c'est un développement durable qui respecte à la fois la nature et l'homme. Donc ça veut dire si ça sort de ces principes, on ne le fait pas. On ne peut pas le faire. D'accord. Ça, c'est clair. Si un bureau d'études peut répondre à n'importe quelle demande. Mais nous, non. Non, certaines choses, on peut les refuser. Alors, je donne un exemple, mais je ne cite personne. Euh, En 2005, Targa s'est engagé dans une étude sociologique extrêmement approfondie sur le cannabis dans le nord du Maroc. Et 2015, c'était quelque chose qui n'était même pas reconnu verbalement par le Maroc. Mais c'était un moment charnière où il y a un changement. C'est-à-dire que le Maroc a établi une convention avec l'ONIDC, qui est l'organisme des Nations Unies chargé des drogues et tout ça, pour un petit peu essayer de comprendre quelle est l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire quels sont les revenus des gens, ça touche quelle zone, quelles sont les mutations sociologiques que le cannabis illicite, là, disons une activité illicite, a généré dans la société rurale. Et donc, c'est l'agence du Nord du Maroc qui était chargée de cette étude qui a sollicité Targa. Et donc, on est parti investir le terrain. Grosse enquête avec les producteurs de cannabis sur les revenus, mais beaucoup plus sur la consommation. Et on essaie de retrouver, pas combien vous gagnez, mais combien vous consommez. Et qu'est-ce que vous épargnez, etc. Ça a été fait, on a publié des rapports. C'est le premier rapport. D'ailleurs, il est même sur l'Internet, vous pourriez le voir. Et où effectivement, on a montré que les mutations sont extrêmement profondes, que ça touchait même la religion. C'est-à-dire que les imams dans cette région-là arrivent à changer la vision de religion pour accepter le cannabis parce que c'est de ça qu'ils vivent. Et au lieu de dire non, c'est interdit ou bien c'est pas bien ou alors c'est déconseillé, ils arrivent même à expliquer la nécessité de cette culture parce qu'ils vivent dedans. Tout ça, c'est écrit. Et il y a un changement au Maroc. C'est-à-dire qu'on veut maintenant intégrer le cannabis comme étant légal. Et voilà. Donc il y a un changement extrêmement important qui est probablement lancé par un parti particulier au Maroc et qui est venu solliciter Targa parce qu'il a vu qu'on avait fait l'étude, etc., que l'enquête, qu'on avait de l'expérience et tout. Donc ils sont venus d'une façon officielle. Un parti, là, juste pour préciser, un parti politique? Oui, un parti politique. Et qui proposait à Targa d'être financé pour faire une enquête de cannabis 10 ans plus tard, parce qu'il préparait éventuellement un dossier pour le présenter et le rendre légal. Au départ, on a dit, écoutez, on veut bien le faire, mais ça ne veut pas dire que nous, on va dire ou encourager que ça soit légal. Il a dit non, il ne faut pas arriver à une conclusion contraire. Et donc, si vous voulez, comme ce n'était pas clair ce qu'ils attendaient de nous, on a dû arrêter, on a dû refuser à ce qu'on s'engage dans une voie pareille, alors que c'est quand même quelque chose sur lequel on a beaucoup investi. Avant, ça aurait été vraiment extraordinaire de retrouver les mêmes endroits, les mêmes personnes pour voir en 10 ans quelles sont les mutations, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau, par exemple, des revenus. Ben ça, c'est quelque chose qu'on a rejeté tout de suite, une conditionnalité pas très clairement déclarée, mais quand même implicite. Le polytechnicien est heureux? Je ne parle pas de la vie privée, ça c'est autre chose. Je pense qu'il y a une sorte de cohérence. Quand on regarde derrière, de trouver quand même qu'il y a une sorte de cohérence depuis
les idées très peut-être idéalistes d'un jeune adolescent de 18 ans, 19 ans, et de quelqu'un qui est maintenant pratiquement en fin de carrière. Il y a une certaine cohérence. Vous avez été utile, vous avez l'impression d'être utile. Pas tout à fait, non, je veux dire pas complètement. Peut-être pas au point de ce que j'aurais souhaité. Mais maintenant, il y a eu des choses qui ont été faites qui sont pas mal. Je pense que j'aurais bien sûr souhaité avoir un impact beaucoup plus important, mais bon, j'espère que Targa va continuer. Targa est utile. Je crois que oui, hein, c'est absolument. Je suis persuadé que c'est très. S'il continue dans la même lancée, dans la même façon de faire les choses, c'est-à-dire d'apporter des réponses scientifiques, de rester indépendante, même si on travaille avec des organismes, comme vous le dites, je suis tout à fait d'accord. Mais même au Maroc, ça fait un peu sursauter de dire qu'on travaille avec un organisme de l'État, surtout avec le ministère de l'Intérieur. Je pense que même en France, hein, il y a beaucoup d'associations qui ne diraient jamais qu'ils travaillent avec le ministère de l'Intérieur. Ah oui, oui, mais en fait, parce que ici au Maroc, le ministère de l'Intérieur, il y a deux choses extrêmement séparées. Il y a la partie autoritaire, mais il y a aussi maintenant le ministère de l'Intérieur, c'est parmi les ministères qui fait le plus de développement. D'ailleurs, ça a toujours été... C'est peut-être une malformation d'un ministère, hein, mais en tout cas, le ministère de l'Intérieur travaille dans tous les secteurs de développement essentiels, que ce soit la voirie, que ce soit un département de l'eau, de l'assainissement. Donc vraiment, tous les aspects de développement se trouvent dans cette partie du ministère. Alors, sachant que, par exemple, la notion du préfet et du wali ou du gouverneur sont extrêmement différentes entre la France et ici. Et donc, si vous voulez, peut-être que l'impact ici est beaucoup plus important qu'en France. Je pense avoir oublié beaucoup de questions. Il y a quand même une dernière. Oui. Est-ce que la vision du développement, je vous ai interrogé sur la vision de développement que vous avez au début de votre carrière, en rentrant après. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez une vision du développement, ce que devrait être le développement aujourd'hui en 2022, avec votre expérience, votre recul, votre vision, évolution? En fait, notre action était beaucoup plus sur le territoire, sur les infrastructures, sur l'accès aux services publics. Mais tout dernièrement, il y a eu ce travail de nouveau modèle de développement, vous êtes au courant, qui a été mené. Etosi, oui, oui, mais aussi Targa qui a beaucoup travaillé là-dessus. Targa était aussi là-dedans. Disons, accompagné. Il a accompagné beaucoup parce qu'on a fait des séminaires, on a fait des rencontres, on a organisé par exemple pour toute la commission la visite de terrain. C'est-à-dire qu'on a conduit, enfin avec le président de la commission et toute une équipe, ils ont été voir dans le Haut-Atlas les endroits où on travaille pour leur montrer quelle était la situation de la population, les attentes des populations, etc. Alors, il y a des éléments qui ont été peut-être négligés par Targa. En tout cas, on n'a pas pris conscience de leur importance. C'est par exemple l'éducation. Or, cette histoire d'éducation ressort très bien maintenant dans le nouveau modèle de développement comme étant un facteur au Maroc, malgré les fameux efforts dont j'ai parlé tout à l'heure à partir de 1995, où il y avait le PERG, le PAGER, les grands programmes énormes. Hein. Le PERG, c'est pratiquement 28 milliards de dirhams qui ont été dépensés pour mettre à niveau l'électrification au Maroc. On est à peu près au même budget au niveau du PAGER, de l'eau potable, etc. On a l'impression que le Maroc, enfin l'État, injecte de l'argent, mais que ça ne bouge pas. Il y a des secteurs extrêmement sensibles qui sont la santé et l'éducation, qui n'ont pas vraiment beaucoup évolué. Mais pas en termes d'infrastructure, mais en termes de qualité de service. Or, jusqu'à présent, l'État a beaucoup travaillé sur la quantité,
sur la proximité, d'apporter des infrastructures, etc., mais pas sur la qualité de leur fonctionnement, la qualité de service. Et donc, si vous voulez, on a une flopée de centres de santé installés partout dans le milieu rural, mais quand vous allez, qu'est-ce qu'ils font réellement en termes de qualité de service, c'est dérisoire. C'est vraiment, il y a un changement énorme à faire à ce niveau-là. Pendant très longtemps, on a travaillé sur la quantité. Et qu'il est temps maintenant de travailler sur la qualité, que ce soit de l'éducation, que ce soit de la santé. Et je pense que c'est vraiment le nouveau défi. Et pour répondre donc finalement à votre question, est-ce qu'on a le sentiment d'avoir beaucoup changé? Oui, sur la compréhension des mécanismes, sur un certain nombre de choses. Mais réellement, tant qu'on n'a pas touché l'amélioration de la qualité du service public, notamment l'offre de la santé à la population, l'offre de l'éducation aux enfants, c'est encore, on va rester encore en retard. D'ailleurs, ça énervait beaucoup les responsables de l'État de voir qu'on injecte beaucoup d'argent, et on est toujours à 117, 118, 120 classement international des pays en retard de développement. Vous êtes optimiste là-dessus? Oui, moi je dois rester optimiste, bien sûr. Optimiste de la raison? Non, je suis optimiste, mais la seule chose peut-être qui est un petit peu décevante, c'est la vitesse du changement qui est lente. Mais on est sur sur un changement, mais on aurait espéré que ces changements soient plus rapides. Merci infiniment. Je vous en prie.